En fait, j'ai eu conscience de Jean-Luc Godard en tant que Hans Lucas. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé dans les cahiers du cinéma un article qu'il avait écrit sur défense et illustration du découpage classique. Quand j'ai lu cet article, et c'est un article qui m'a assez frappé par rapport à comment voir un film, comment un film perçoit la réalité, en tout cas la réalité qu'il veut percevoir, et c'était un très bon article. Et puis, Jean-Luc Godard donc, était à ce moment-là absent de Paris, et peut-être un an et demi après, il est venu à Paris, et puis bon, je l'ai rencontré, comme je connaissais des gens des cahiers de cette équipe, comme je connaissais beaucoup d'autres cinéphiles, je l'ai rencontré dans les projections privées, et donc j'ai même vu en projection privée ces deux courts-métrages. Et j'avais été stagiaire sur le film de Claude Chabrol, Les Cousins. Mais j'avais été un stagiaire très actif, puisque j'ai eu des félicitations à l'époque de Claude et de Philippe de Broca, qui était le premier assistant. Et dès ce moment-là, Godard m'a dit, si je fais un film, je vous prendrai comme premier assistant. Ce que je sais donc, c'est que il y a eu Claude Chabrol qui a fait Le Beau Serge et Les Cousins. Les Cousins a très bien marché. François Truffaut a fait Les 400 coups, et qui a encore mieux marché. Et du coup, dans Paris, il y a des gens qui ont voulu faire des films Nouvelle Vague. Et en fait, l'initiateur de À bout de souffle n'est pas Georges de Bourgard, contrairement à ce que l'on peut croire. C'était un distributeur très important de l'époque qui s'appelait René Pinière, qui a voulu avoir son film Nouvelle Vague. Et comme il n'était pas producteur, il a fait appel à son vieux copain Georges de Bourgard pour qu'il s'occupe de la production du film. C'est comme ça que Georges de Bourgard est devenu, en titre, le producteur du film. Le film avait été initié par René Pinière. Je crois que c'est ou Chabrol ou Truffaut qui ont dit à Pinière « Pourquoi ne prenez-vous pas Godard ?» Et d'une part, il y a un scénario qui effectivement avait été écrit par Truffaut, d'autre part, il y aurait Claude Chabrol qui arriverait comme superviseur. Ceci dit, ni Truffaut ni Chabrol ne sont intervenus sur un plan créatif, et c'est vraiment Godard qui était le patron. Ils ont été les parrains du film, mais ils ne sont pas intervenus. Moi, j'ai eu entre les mains un scénario qui devait faire environ 3 ou 4 pages, mais qui était assez précis pour quelle séquence et l'ordre des séquences. Et c'est à partir de ce scénario, on dirait plutôt un synopsis, même un synopsis court, qu'on a pu faire un plan de travail. Et un plan de travail qui d'ailleurs s'est trouvé à très peu près respecté, et du coup le budget s'est trouvé à très peu respecté. La préparation, c'était effectivement de choisir les lieux, de repérer les lieux, ensuite les lieux repérés, d'aller voir comment ils pouvaient être tournés, d'autant que comme Godard ne voulait pas, ou pratiquement pas, d'éclairage extérieur, il fallait trouver des lieux qui s'y prêtent, et puis une fois que les lieux étaient décidés, comment faire là. Et que ce dialogue était lu avec les comédiens et en partie réécrit pendant la lecture. Si un comédien butait sur un mot ou si une phrase ne paraissait pas assez déliée, il était très dedicated en anglais pour que le dialogue coule. Premièrement, Belmondo, il le connaissait déjà parce qu'ils avaient fait un court-métrage ensemble, et certainement Godard savait très bien pourquoi il voulait Belmondo, et alors certainement quand il pensait à la scène, quand il préparait une scène, quand on allait repérer les lieux du tournage, quand il pensait à qu'est-ce que Belmondo allait faire dans cette scène, je pense qu'il imaginait ce que Belmondo pouvait faire. Et bien entendu, certainement pendant et la répétition du matin, enfin la lecture-répétition du matin, et le tournage, il y avait certainement des fois des modulations, bien sûr, mais je ne pourrais pas dire qu'il y ait une prise de tête intense sur les intentions du personnage. Si des fois il y avait une indication de Godard à Belmondo, c'était que sa veste était un peu plus comme ça, ou sa chemise un peu plus comme ça, ou sa cravate un peu plus comme ça, ou le chapeau un peu plus comme ça. C'était plus des choses comme ça que tiens, tu dois être désespéré, ou tiens, tu dois être romantique, ou... Jane Seberg, elle allait comme à la pêche à la ligne, elle ne savait pas très bien ce qu'elle faisait. Elle aurait aimé demander plus. D'un autre côté, elle était très soulagée de ne pas être terrorisée comme par Preminger pendant les tournages de Preminger. Et elle était très heureuse de faire le film,
Elle était parfois paumée, mais elle allait de l'avant. Et à nouveau, je pense que c'est une chose, je ne sais pas à quel point Godard consciemment s'en est servi, mais en tout cas, finalement, il s'en est servi. C'est des choses qui jouent pour le film, ce côté un peu paumé, aussi ce qui crée comme une sorte de distance entre elle et Belmondo. Et en général, Godard avait ouvertement un instinct pour où mettre la caméra. C'était tourné en lumière naturelle, avec très peu d'appoint, et donc c'était les décisions qui avaient été prises à l'avance, dans les lieux de tournage, à quelle heure on tournerait, qui ont amené la lumière qui est sur l'écran. Je pense que les choix artistiques de Jean-Luc n'étaient pas aussi révolutionnaires, en tout cas consciemment, qu'on l'a dit. Premièrement, il tournait très spontanément pendant le tournage. Je pense que c'est au moment du montage qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir certains problèmes. Godard et Cécile de Cugis ont sans doute eu l'idée de dire mais la seule façon c'est de couper. Et je pense qu'ils y ont trouvé une méthode, qu'ils y ont trouvé un style. Ils l'ont découvert pendant le montage d'À bout de souffle. Il y a des scènes qui étaient tournées pour être plus longues. Comment on peut couper ce passage dans le couloir ou des choses identiques, et qu'ils en ont fait un style. Et c'est ça, je me souviens à l'époque, qui a surpris les gens, ce jump cut. Mais je pense qu'il est venu de manière pragmatique, il n'avait pas été décidé du tout à l'avance. Alors ce qui est vrai, c'est qu'une fois que Godard a vu ce que ce jump cut pouvait amener comme rapidité, comme élément de surprise, comme élément de déstabilisation éventuellement parfois, qui peuvent créer une dynamique en faveur du film, je pense qu'après, et tout au long de sa carrière, de manière de plus en plus pointue, il a effectivement cherché ça. Alors l'impact, on sait que ça a été tout de suite, je crois notamment par des gens comme Jacques Becker et Jean-Pierre Melville, qui ont colporté tout de suite, ils avaient raison d'ailleurs, que le film était séduisant, brillant, vif, et le film a épaté les gens. Il a épaté les gens aussi par rapport à son budget, par rapport effectivement à la façon dont il a été tourné, sans lumière, en prenant de grands risques, même par rapport au son, et que finalement Godard s'en est sorti avec tout ça, ça a été impressionnant. Je pense que si À bout de souffle a contribué à libérer le cinéma de l'époque d'une façon dont il était formaté, ça c'est vrai, mais on pourrait presque dire aussi que d'une façon plus tard, malheureusement, des gens ont voulu faire des films qui imitent À bout de souffle et qui à nouveau formatent une façon de travailler, et qu'à ce moment-là, ils ont déjà perdu, parce qu'il n'y aura pas l'étincelle, il n'y aura pas la chance qui peut arriver, ou la grâce, comme vous dites. Ce film, je crois, est arrivé un peu comme une bombe dans le panorama du cinéma de l'époque. Cet ensemble images, musique, est arrivé comme une grande nouveauté, comme une espèce d'ouverture nouvelle vers un cinéma d'avant-garde. Disons que j'ai été surtout un pianiste de jazz, que je me suis infiltré un peu de force dans le temple du jazz qui était le Club Saint-Germain. J'y ai passé des années tous les soirs, jouant avec les meilleurs musiciens possibles, français et étrangers. Donc j'avais déjà une carrière de musicien. Alors Jean-Luc Godard n'avait pas une idée précise ni de la musique qu'il voulait, en tout cas pas du musicien. Dès la première rencontre avec Jean-Luc Godard, on a convenu d'une rencontre au pied d'une table de montage. Simplement, il m'a montré ce qui était déjà enregistré, quasiment monté, mais pas tout à fait. Donc je suis intervenu assez tard, comme c'est souvent le cas pour les musiciens. Le jazz à cette époque n'était pas très souvent utilisé. Il y a eu quelques rares films, en général des films noirs. Le jazz était associé aux films noirs, alors qu'il a un panorama de possibilités très large.
Mais jusqu'à ce moment-là, en tout cas, le jazz, c'était les films noirs. À bout de souffle, c'est pas un film blanc, en fait, c'est un film un peu noir aussi dans son genre. Et par ailleurs, si je pouvais être considéré comme un musicien de jazz, la musique n'est pas entièrement du jazz, est inspirée toujours, connotée par le jazz et inspirée par le jazz, mais il y a des séquences qui n'en sont pas du tout. Je pense qu'il fallait avoir une vision un peu large des circonstances de ce film, des situations, des sentiments. Il est évident que le thème principal d'À bout de souffle, c'est celui du film de Belmondo, le film noir, donc un thème purement jazz et un peu inquiétant. Et le thème de la romance, c'est le contraire, exactement le contraire. Donc là, j'ai amené un orchestre à cordes, il n'était plus tellement question de jazz. Et j'ai longuement cherché pendant vraiment plusieurs jours un thème qui correspondrait à cette intrigue, cette inquiétude, à ce personnage central. Et finalement, je suis tombé un peu par chance sur un petit groupe de 5 notes dont l'intérêt était la sensation qu'on pouvait imaginer ces 5 notes comme faisant partie du mode majeur musical ou du mode mineur. C'est un mélange majeur-mineur. Pour moi, la musique la plus excitante, c'est celle qui n'est pas entièrement mineure comme les musiques folkloriques, ou majeure comme une symphonie de Haydn, mais qui fait intervenir les deux modes. Et le frottement entre ces deux modes donne une sensation beaucoup plus riche. C'est amusant de voir que les chromatismes, les notes proches les unes des autres, distantes d'un demi-ton seulement, c'est-à-dire sur un piano la note immédiatement suivante, tout ça, ça amène quelque chose, à condition que tout ne soit pas chromatique. Donc, enfin, pour me résumer, j'ai inventé 5 notes, et par chance, l'autre thème, qui est l'autre thème principal, on peut dire, a été composé aussi de 5 notes, mais au lieu que ce soit dans le sens du bas vers le haut, c'est-à-dire du grave vers l'aigu, c'était la même chose de l'aigu vers le grave. C'est-à-dire, à bout de souffle, le thème numéro 1, c'est ta, 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 ta. Et le thème secondaire, c'est ta, 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 ta. C'est ce rapprochement entre les deux modes majeur et mineur qui crée ces ambiances différentes. Et curieusement, j'ajoute que l'un est angoissant et l'autre est tout à fait détendant. C'est très curieux ce qu'on peut arriver à faire avec quelques notes, quelquefois. J'ai eu beaucoup de liberté pour écrire cette musique parce que Jean-Luc Godard n'avait, par chance, pas d'idée trop précise, donc il m'a laissé carte blanche. C'est l'idéal pour un musicien. Il n'y a rien de plus difficile que d'obéir aux souhaits d'un metteur en scène qui n'est pas aussi compétent qu'un musicien, il faut bien le dire, sinon il ferait la musique aussi. Donc j'ai eu beaucoup de liberté, j'avais une sensation de grande liberté, puis le fait que ce soit de la musique de jazz dans laquelle tout n'était pas écrit, puisqu'il y avait des parties improvisées, et des solos de trompette qui apparaissent ici et là, des passages de piano improvisés. Tout ça, j'avais la sensation d'une grande liberté. Mais une liberté avec des contraintes, avec des barrières. Quand vous devez écrire 13 secondes et puis 53 secondes, il faut bien que vous teniez compte de ces paramètres. Donc une liberté surveillée, je dirais. Sur ma carrière, ce film a eu effectivement une énorme bonification. Puisque immédiatement après avoir écrit cette musique, que d'ailleurs Jean-Luc Godard n'a probablement pas apprécié outre mesure, puisqu'il ne m'a jamais redemandé d'écrire de la musique pour lui. Donc il estimait que j'étais pas le compositeur idéal. Mais par contre, une foule de jeunes metteurs en scène sont aperçus que cette musique n'était pas si désagréable que ça. Et toutes les musiques que j'ai écrites par la suite ont découlé de la réussite de celle-là. Et j'ai écrit en tout, court-métrage compris et publicitaire compris, une 50aine de titres. Mais le seul dont on parle, c'est toujours À bout de souffle. Ça ne me dérange pas. C'est probablement la meilleure.